Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. S'exprimant à Nairobi au Kenya, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française Emmanuel Macron a prétendu être panafricaniste. Alors je me suis dit, soyons fous. Qu'est-ce qui se passerait si Emmanuel Macron était panafricaniste? Essayons d'explorer cette hypothèse folle exprimée par le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron. C'est comme cela que nous l'appelons désormais, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron. Alors, si Macron était panafricaniste, il n'y aurait pas de groupe terroriste financé, armé, médiatisé et renseigné par la France en Afrique. Si Macron était panafricaniste, il n'y aurait plus de base militaire néocoloniale française en Afrique. Si Macron était panafricaniste, des centaines de milliers d'Africains ne seraient pas des sans-papiers en France. Si Macron était panafricaniste, la monnaie du franc des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA, n'existerait plus. Si Macron était panafricaniste, les militants, activistes, intellectuels et leaders panafricanistes ne seraient pas persécutés, traqués, spoliés et pour certains assassinés par la France. Si Macron était panafricaniste, les espions français ne se planqueraient pas dans des milliers d'ONG pour déstabiliser l'Afrique en permanence. Si Macron était panafricaniste, il n'aurait pas soutenu les pires dictatures africaines, tout en combattant les régimes panafricanistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Si Macron était panafricaniste, il n'aurait pas battu le record du président français le plus arrogant, le plus méprisant et le plus immature de tous les temps. Si Macron était panafricaniste, il aurait transformé la République française en fédération française pour respecter les aspirations à l'autonomie des territoires et départements coloniaux d'outre-mer de la France. Si Macron était panafricaniste, des milliers d'Africains assassinés par les terroristes de Paris, ceux du FLA, du JNIM, du GSIM, de Boko Haram, seraient encore vivants. Et les chefs terroristes de ces organisations ne se baladeraient pas librement en France. Si Macron était panafricaniste, les médias officiels français ne seraient pas les plus détestés en Afrique en raison de leur soutien et de leur apologie du terrorisme contre les pays africains épris de souveraineté. Si Macron était panafricaniste, mes biens économiques et avoirs bancaires n'auraient pas été gelés par un décret signé par 2 ministres accroupis du gouvernement français aux ordres de Macron le 10 février 2026, au motif que je critique le néocolonialisme français en Afrique. Je n'aurais pas été persécuté pendant plus de 5 ans dans mes fonctions de professeur agrégé en France dans le but de me faire taire, si Macron était panafricaniste. Oui, si Macron était panafricaniste, la vaillante militante panafricaniste Nathalie Yamb n'aurait pas été bannie du territoire européen et ne serait jamais empêchée de rentrer dans sa patrie maternelle, la Suisse. Elle n'aurait pas eu tous ses comptes gelés par l'oligarchie criminelle qui tient les peuples européens en otage depuis Bruxelles. Si Macron était panafricaniste, le militant panafricaniste Kémy Séba, né en France, n'aurait pas été déchu de la nationalité française pour son engagement contre la France-Afrique.
Si Macron était panafricaniste, de nombreux militants panafricanistes tels les Gounchi Béhanzin et beaucoup d'autres d'entre nous ne seraient pas fichés abusivement terroristes par la DST française et harcelés aux aéroports de France lors de leurs entrées et sorties en France. Si Macron était panafricaniste, oui, si Macron était panafricaniste, les richesses africaines volées par la France auraient été entièrement restituées. Œuvres d'art, réserves de change africaines, gains financiers sur le compte d'opération africain de la Banque de France, réserves d'or africaines dans les coffres forts de la Banque de France, tout cela aurait été restitué. Non, non, 3 fois non. Macron n'est pas, n'a pas été et ne sera jamais panafricaniste, car il fait partie de cette élite politique française corrompue qui s'avère incapable, intellectuellement, moralement, spirituellement, de concevoir la puissance de la France sans le pillage de l'Afrique. Oui, Macron n'est pas panafricaniste, car il n'a même pas compris un tantinet l'aveu célèbre du président Jacques Chirac, qui a dit « On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. D'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le proche avenir. Oui, voilà ce qui se passerait si Macron était panafricaniste. Je vous remercie de partager ce texte en réponse au chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron, qui se prétend panafricaniste. Emmanuel Macron contre le Mali. Chassé d'Afrique de l'Ouest, pourchassé de toutes les terres d'Afrique dite francophone, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron, a fui le fameux précaré, la soi-disant zone d'influence française en Afrique, pour aller se réfugier à l'autre bout, presque sur la corne de l'Afrique, au Kenya, en Afrique de l'Est. Il a fui d'ouest en est pour aller y tenir un de ces nombreux sommets ubuesques et inutiles, soi-disant pour renouveler les relations franco-africaines. On se serait attendu que M. Macron, entouré de ses ouailles néocolonisées d'Afrique francophone à la tête desquelles le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique, on se serait attendu à ce que M. Macron, entouré vraiment de ses valets, entouré de ses vassaux, fiche la paix à l'Alliance des États du Sahel et en particulier à la République du Mali. Aucun ne nie, dans sa manière inimitablement canine de s'asseoir, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française n'a pas manqué d'une manière ou d'une autre de revenir autour du pays qui lui fait mal. Du pays dont la prospérité, la souveraineté, la fierté, la dignité lui font mal. Le Mali. Le Mali laisse Macron, Macron ne veut pas laisser le Mali. Le Mali ignore Macron, Macron ne veut pas ignorer le Mali. Le Mali se fiche comme de l'an 40 des états émotionnels du chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, mais quant à lui, le moindre micro qui lui est tendu est une occasion pour pérorer, vitupérer
pour jaser, jacter. La moindre occasion qui lui est offerte de s'exprimer lui permet de revenir baver, telle la grenouille qui se prend pour un bœuf, sur le visage du Grand Mali, la grande nation africaine du Mali. En effet, à l'occasion de l'une de ses nombreuses péroraisons, d'une de ses nombreuses logorées en terre africaine du Kenya, où on fait semblant d'ignorer qu'il s'agit d'un véritable loup dans la bergerie qu'on est en train d'y introduire, Macron est revenu sur les événements historiques du Mali en prétendant que la République du Mali a commis une erreur en se débarrassant des troupes néocolonialistes françaises. Oui, Macron prétend rétrospectivement enseigner le sens de l'histoire et des responsabilités au peuple, à l'armée, aux dirigeants intrépides du Grand Mali, en disant que la décision prise en 2022 par le président Assimi Goïta et ses compagnons du Mali Koura de débarrasser le sol malien des troupes d'occupation françaises, des troupes d'occupation européennes occidentales, des troupes d'occupation onusiennes, Macron prétend que cette décision était une erreur. Ce qui nous oblige à revisiter la prétention macronienne et à lui emboucher plusieurs coins, puisque c'est un individu qui est habitué à être redressé par les gifles physiques. Il est certain qu'il adore également les gifles intellectuelles. Nous allons lui en donner une belle. Si le Mali aurait eu tort de se débarrasser de la présence des troupes néocoloniales, impérialistes, françaises, européennes, occidentales de son sol, il faudrait peut-être rafraîchir la mémoire à l'actuel chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Macron, à propos de l'histoire de la France. On dit du général de Gaulle qu'il est un héros français, un héros du peuple français, essentiellement pour une seule et bonne raison. Alors que le gouvernement de Pétain avait accepté la capitulation et s'était soumis dès les premières heures de la guerre de 38-45, eh bien, alors que le gouvernement de Pétain s'était rendu pieds et poings liés à l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler, un certain colonel, puis général de Gaulle, s'était dressé. S'était enfui en Angleterre après avoir démissionné du gouvernement de Pétain, avait sollicité le soutien de l'Angleterre, des États-Unis, était venu solliciter le soutien des troupes supplétives coloniales africaines pour se rebeller, pour mener un coup d'État contre le régime de Pétain. Et c'est cette rébellion, ce coup d'État de De Gaulle, qui, soutenu par les Alliés, et notamment opportunément soutenu par la décision d'entrer en guerre de la grande armée soviétique qui va accepter de concéder 27 millions de morts pour libérer le monde du nazisme et du fascisme. C'est ainsi que De Gaulle, un certain 8 mai 1945, fête l'entrée victorieuse dans la capitale française. Et de chef de la résistance devient chef de la renaissance de la France. Avec l'aide des troupes soviétiques, des troupes africaines et des troupes alliées anglo-américaines. Il faut le rappeler, De Gaulle a libéré la France sans la majorité des Français qui s'étaient rangés derrière Pétain et Hitler. Voilà ce qu'on doit enseigner dans les écoles.
dans les lycées, dans les collèges, dans les universités de France, de Navarre et du monde entier. Ce sont des étrangers qui ont libéré la France. Les Français étaient minoritaires dans la lutte pour la libération de la France. C'est ce qui explique d'ailleurs la docilité de la France aux dictateurs. Parce qu'en fait, elle avait déjà révélé sa tendance à se soumettre aux truands. Depuis notamment le cas d'Hitler et avant lui, Napoléon. Lorsque De Gaulle s'installe au pouvoir, notamment à partir de 1945 en France, il aura une seule obsession urgente, c'est de faire partir du sol français les troupes alliées. Les États-Unis d'Amérique voulaient maintenir, comme ils l'ont fait en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, ils voulaient maintenir leurs troupes en France, afin de protéger la France contre le regain du péril nazi et l'influence du bloc soviéto-chinois. Les Américains voulaient maintenir la France sous la suprématie du dollar et ils voulaient maintenir des bases militaires comme celle de Montauban pour que la France soit un dominion militaire comme l'est aujourd'hui le Japon, comme l'est l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Danemark, bref, la quasi-majorité des pays européens sont demeurés des dominions militaires américains. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'occupation de bases militaires américaines, avec des armées de terre et des armées de l'air, et même des armées navales. De Gaulle va se battre contre cela. Il va s'appuyer sur le soutien soviétique, il va s'appuyer sur le soutien chinois, il va s'appuyer surtout sur le coussin colonial des richesses africaines pour dire aux États-Unis que la France ne peut pas accepter d'être une colonie militaire américaine, que la France ne peut pas accepter de demeurer sous la coupe des États-Unis, en demeurant la France. C'est ainsi qu'il obtient le départ des troupes américaines. Et plus tard va fonder, en 1958, la République française actuelle que nous connaissons. Elle a été fondée par un putschiste, par un rebelle, avec les richesses et les vies des Africains, les richesses et les vies soviétiques, les richesses et les vies anglo-américaines, et quelques menus résistants français, qui au départ étaient à peine 200 hommes composant le célèbre commando Kiefer, pour combattre aux côtés de De Gaulle. Comme le dit souvent le président Abdourahmane Tiani, le rappel sauve l'âme. Il est important de dire à Macron qu'il est président de la République française parce qu'un certain général rebelle nommé De Gaulle Charles a organisé un coup d'État et une rébellion, a par la suite mobilisé des alliances soviétiques, africaines, des alliances anglaises et américaines pour libérer la France du nazisme et du fascisme. Voilà comment Macron a pu être président de la République. Car cette République n'existerait pas si De Gaulle, aidé par l'Afrique, par l'Union soviétique, aidé par l'Angleterre, aidé par l'Amérique, n'avait vaincu les nazis et les fascistes, qui, en moins d'un mois de bataille, avaient déjà occupé toute la France. À quoi sert ce rappel? À dire à Emmanuel Macron qu'Assimi Goïta et ses compagnons à la tête du Mali ont accompli une opération similaire. Le Mali était menacé par un fascisme des temps modernes, un nazisme des temps modernes,
à savoir l'impérial terrorisme organisé par l'OTAN à travers ses organisations criminelles Al-Qaïda et l'État islamique, qui ne sont rien d'autre que des groupes de mercenaires qui ont d'ailleurs accompagné l'OTAN dans le saccage de la Libye et l'assassinat de Kadhafi. Oui, pendant 6 mois en 2011, les troupes de l'OTAN ont détruit la Libye, bombardé la Libye, assassiné près de 200 000 Libyens. Et ils l'ont fait en bonne entente avec les hordes armées d'Al-Qaïda, organisation terroriste créée dans les années 80 par les États-Unis pour combattre les soviétiques en Afghanistan, et de l'État islamique, organisation terroriste créée par les Américains dans les années 2000 pour déstabiliser l'Irak, la Syrie, déstabiliser tout naturellement la Libye et l'Afrique subsaharienne. Le président Assimi Goïta et ses compagnons se sont unis comme un seul homme pour le destin du Mali et ont décidé de ne plus combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances terroristes. Et les puissances terroristes, c'est l'OTAN et ses supplétifs d'Al-Qaïda et de l'État islamique, avec leurs exécutants en Afrique du Nord et du Nord-Ouest, l'Algérie d'Abdelmajid Tebboune, la Mauritanie d'El Ghazouani, et en Afrique de l'Ouest, leurs exécutants, le Nigeria d'Ahmed Bola Adebola Tinubu, la Côte d'Ivoire de Ouattara Draman, le Bénin de Patrice Talon. Voilà les têtes avancées du crime, avec d'autres gouvernements lâches qui jouent le jeu de déstabilisateur en espérant être protégés en retour. Ici, en Afrique de l'Ouest. Le président Goïta et ses compagnons ont décidé de combattre le terrorisme sans se faire aider par les terroristes. Parce que tous ceux qui ont précédé le président Assimi Goïta, depuis la naissance de cette nébuleuse terroriste à la tête du Mali, ont commis régulièrement l'erreur de compter sur les puissances terroristes de l'OTAN pour combattre les terroristes de l'OTAN. Ils ont commis l'erreur de compter sur la France pour combattre les organisations de mercenaires terroristes de la France. Telle fut l'erreur d'Amadou Toumani Touré. Telle fut l'erreur d'Amadou Haya Sanogo. Telle fut l'erreur de Dionkunda Traoré. Telle fut l'erreur d'Ibrahim Boubacar Keïta. Comptez sur la France pour combattre les mercenaires de la France. Et voilà pourquoi c'est important que vous sachiez et que tout le monde sache que nous savons de quoi il est question, et nous savons que la décision du président Assimi Goïta et de ses compagnons de repenser la lutte antiterroriste est une décision légitime. Nous le savons pourquoi. Vous, Macron, écoutez très bien ce que le président Assimi Goïta, officier de terrain, écoutez très bien ce que lui, il a vécu. Et ce qu'il sait, est bien de l'action de la France ici au Sahel. Il faudrait que vous écoutiez cela calmement, Macron. Le président Assimi Goïta fait partie de ces officiers maliens qui ont vécu dans leur propre chair la trahison de la France. La duplicité de la lutte antiterroriste de la France. C'est à partir d'une expérience personnelle vécue avec ses compagnons de lutte sur le terrain de la lutte antiterroriste que le président Assimi Goïta a pris conscience de ses devoirs envers sa patrie malienne, de la nécessité de prendre le pouvoir pour sauver son pays. Ce n'est pas quelque chose que le président Goïta aurait appris dans les livres. Ce n'est pas en lisant les théories politiques que le président Goïta a pris conscience de ce qui se passait dans son pays. Le président Goïta en a pris conscience
sur le terrain en tant qu'officier, commandant des troupes spéciales maliennes. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2013, lorsque, sous l'euphorie de la croyance que l'armée française soit vraiment en train de participer aux côtés de l'armée malienne au combat contre ce qu'on appelle abusivement les djihadistes, le président Assimi Goïta a vécu les faits suivants. Lors de la remontada de l'armée malienne vers la frontière nord du pays, l'armée malienne est parvenue aux portes de Kidal où les terroristes, en réalité parrainés par la France, s'étaient repliés. Le président Assimi Goïta et ses compagnons étaient convaincus qu'en avançant sur Kidal, ils remporteraient sans coup férir la bataille finale contre le groupe terroriste qui s'y était replié. C'est un groupe terroriste, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous l'appelez MNLA, vous l'appelez JNIM, vous l'appelez GSIM, vous l'appelez FLA, c'est un groupe terroriste. Ce sont les terroristes qui sont financés, armés, soutenus, renseignés, médiatisés par la France, qui occupent et qui ont occupé la ville de Kidal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je cite ici les propos du président Assimi Goïta qui m'ont heureusement été transmis ce matin par mon frère Ali Dambélé. Voici ce que dit le président Assimi Goïta dans une intervention en langue bambara qui est traduite ici en français. Écoutez bien, Macron, écoutez ce que nous savons. À ceux qui disent que la France n'a rien fait ou que la France doit rester, j'étais au front avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai patrouillé avec eux et j'ai écouté leur radio. Ce que j'ai entendu, si vous y aviez été, vous auriez tiré sur eux. Quand nous étions au sol, les Français nous mettaient en avant. Et s'il n'y avait pas de danger, nous répondions RAS, rien à signaler. Je suis en train de citer le président Goïta, le témoignage de l'officier de terrain, le président Assimi Goïta. Écoutez bien. Et dans les cas où nous étions la cible des tirs, il disait, c'est la guerre, n'est-ce pas? Nombre de Maliens sont tombés sous nos yeux et nous ne pouvions rien dire. Il suffisait que vous vous révoltiez et le lendemain, Bamako vous appelait. Bamako vous rappelait. C'est-à-dire que si 100 soldats maliens mouraient, un seul Français tombait ou zéro perte du côté français. Je me souviens de ce fameux jour où nous étions à 5 km de Kidal. Nous pouvions déjà voir les rebelles en retraite. Nous nous sommes dit, Kidal va tomber. En moins de 15 minutes, un lieutenant-colonel est arrivé pour annoncer que nous avions l'interdiction d'entrer à Kidal. Moi et 4 de mes camarades voulions forcer le passage et désobéir à la France. Alors que nous avancions, ils ont dit clairement, un pas de plus et vous recevrez chacun une balle dans la tête. Fin de citation. Ce jour-là, j'ai pleuré comme un bébé. Et quand j'ai appelé nos supérieurs à Bamako, leur seule réponse a été « Vous devez rester derrière la France ». Le lendemain, nous avons vu ces Français ravitailler les rebelles sous nos yeux. J'ai même croisé le regard de l'un d'eux et il a souri pour se moquer de moi. Après le ravitaillement et le don de 8 pick-up, ces Français nous ont dit qu'ils le faisaient pour la paix entre l'Azawad et le Mali. Je me suis révolté à nouveau. Et c'est dans ce contexte que je me suis retrouvé livré à ces rebelles un jour. Ils avaient donné notre position pour que moi et mes collègues révolutionnaires soyons arrêtés. En effet, nous avons été arrêtés. Et à la radio, j'ai entendu « Bravo !» Et les autres gamins, cibles, canailles sont dans le panier. Mission accomplie. C'était le code avec les Français. Nous nous sommes dit que tout était fini pour nous. J'ai commencé à réfléchir et j'ai réalisé qu'il s'agit d'une question de fierté, de mourir pour son pays et j'ai ri. Puis un jour, on nous a dit que nous serions libérés.
Mais pendant le temps que nous avons passé avec ces gens, le nombre de généraux et de colonels français qui appelaient par jour était inestimable. À mon retour, j'ai vu qu'ils me donnaient des formations et des promotions. Puisque le Mali a toujours été ma priorité, et tout le monde dans l'armée le sait, j'ai appris à protéger mon pays. Je connais déjà le Nord comme ma poche. Je sais qui sont ces Français et ils savent qui je suis. Je suis un commando hautement entraîné. Je suis un homme toujours prêt. Si vous voyez que nous ne lâchons pas de bombes sur ces djihadistes, c'est parce que quand ils prennent un village en otage, ils utilisent des femmes et des enfants comme boucliers humains. À ceux qui ne connaissent pas la guerre, comment voulez-vous que nous lâchions des bombes sur un village? Oubliez-vous qu'il y a des femmes et des enfants là-bas? Oubliez-vous que ces femmes et enfants sont innocents? En guerre, il faut être purement stratégique et prudent. Je vous promets que le Mali sera libre. Ensemble avec mes collègues, nous libérerons le Mali. Nous avons fait un long chemin. Et nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des libérateurs. Que ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui ne veulent pas, qu'ils aillent au front et constatent la situation par eux-mêmes. Nous avons une terre très riche et vaste. Nous pouvons la rendre parfaite. Fin de citation des propos du président Assimi Goïta, le général d'armée, chef de l'État, président de la transition de la République du Mali. Je reviens à Macron. Macron organise sa foire à Canaille, eh bien à Nairobi au Kenya, et le nom du Mali sort de sa bouche. Le Mali a commis l'erreur de se séparer de l'armée française. Tout le monde a bien compris pourquoi Macron ment. Le Mali n'a pas commis d'erreur en se séparant de l'armée française. D'abord parce que c'est l'armée française qui a armé les terroristes qui ont attaqué le Mali. Notez, ça c'est la première raison. Le Mali n'a pas commis d'erreur en se séparant de l'armée française parce que c'est l'armée française qui a armé les terroristes qui ont attaqué le Mali. Et c'est elle qui les arme jusqu'à l'attaque du 25 avril en dernière date. Les langues se sont déliées et tout le monde le sait. Même les journalistes français, comme Georges Malbruno, sur Radio-Télévision Luxembourg, l'ont dit à Macron en face. Nous savons que c'est vous qui armez, qui financez, qui renseignez les groupes terroristes qui attaquent le Mali. Première raison, le Mali a eu raison. Deuxième raison, le Mali a eu raison. Parce que vous-même, Emmanuel Macron, vous reconnaissez que la France est coupable de la déstabilisation du Sahel et donc coupable de la déstabilisation du Mali. Vous avez dit, vous, Emmanuel Macron, dans le journal Le Figaro du mois de juin 2017, que la France a eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté des États sahéliens, dont le Mali, faillis, et des groupes terroristes qui prospèrent. Ce sont les mots que vous avez utilisés, vous, Macron. Donc, on note la deuxième raison pour laquelle vous êtes un menteur. Macron est un gros menteur parce que le même Macron a dit que c'est la France, aux côtés des autres puissances de l'OTAN qui ont détruit la Libye. Macron a reconnu en 2017 que c'est la France et les autres puissances de l'OTAN qui ont déstabilisé le Mali. Macron ne peut pas demander au Mali de travailler en bonne entente avec une puissance qu'il a expressément déstabilisée. Je dis bien expressément. Le président Mahamadou Issoufou du Niger était le 27 mai 2011 à Deauville, en France. En la présence du président français Nicolas Sarkozy et du président américain Obama. Il a dit au président américain Barack Hussein Obama, s'il vous plaît, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute la région africaine. Obama a dit, pas question, nous allons finir le travail. No, we will finish the job. Sarkozy était assis. Macron est au courant de cette affaire. Il devait être le secrétaire général de François Hollande.
Il y a une troisième raison pour laquelle on ne peut pas dire que le Mali a commis une erreur en se débarrassant de l'armée française. C'est que d'abord, le Mali même n'avait pas donné son accord. La troisième raison, le Mali n'avait pas donné son accord pour l'atterrissage de l'armée française ici, au Mali. Voici comment les choses se sont passées. Lorsque les terroristes français ont été introduits au Mali, le Mali qui ne savait pas encore que c'est la France qui était derrière ces terroristes et qui voyait seulement cela comme une conséquence de la destruction de la Libye, sans se rendre compte que la France avait détruit la Libye en sachant très bien que les terroristes allaient venir ensuite au Mali. Le Mali, qui est en période d'intérim, le Mali s'adresse au président français, François Hollande. On est en janvier 2013. Le professeur Dioncounda Traoré, président intérimaire du Mali, lui adresse un courrier qu'on a retrouvé au Sénat français. Macron peut aller le lire. Il demande à la France d'apporter 2 aides au Mali. Premièrement, un appui-feu aérien. C'est-à-dire, il autorise l'armée française à bombarder les colonnes des groupes rebelles. Des groupes terroristes qui veulent prétendre prendre Bamako. Ce dont ils n'ont jamais été capables. La deuxième chose que demande, au nom de la République du Mali, le président par intérim, professeur Dioncounda Traoré, c'est du renseignement aérien. Puisque la France possède des satellites qui filment tout ce qui se passe dans le Sahel. Voilà les deux éléments essentiels de la demande formulée par écrit par le président Dioncounda Traoré au président français François Hollande en janvier 2013. Hollande a forcé la main à Dioncounda Traoré et il a fait atterrir 6500 hommes sur le sol malien, actant par là la recolonisation militaire du Mali aux grandes dames des dirigeants maliens qui n'ont pas eu le courage, la force de broncher parce que l'armée malienne, entre-temps, avait été détruite par les programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, détruite par les instructeurs français qui désormais entraînaient les militaires maliens avec des bouts de bois. De soi-disant officiers français sont venus dans ce pays entraîner toute une armée avec des morceaux de bois simulant les fusils, des morceaux de bois simulant des lance-roquettes, des morceaux de bois simulant des missiles sol-air. L'armée française s'est moquée à un niveau inimaginable du peuple malien et de son armée. Quand on revoit aujourd'hui les images d'officiers français entraînant, soi-disant, des militaires maliens, lesquels sont munis de morceaux de bois qui simulent des fusils, et même organisant des entraînements de nuit, où des militaires maliens sont supposés savoir manipuler un lance-roquette en direction d'un aéronef ennemi. Et le lance-roquette, c'est un gros bois qu'on leur pose sur l'épaule. Quand on revoit ces images, où des officiers français ont fait simuler le bruit des tirs, le bruit des canons, aux soldats maliens qu'ils prétendaient entraîner, alors qu'il s'agissait en réalité de rendre cette armée le plus faible possible, la plus faible possible, afin que les groupes terroristes s'installent durablement. Quand on voit cela, on ne peut qu'être en colère quand on voit Macron l'ouvrir encore pour parler du Mali. Mais ça, c'est la troisième raison. Officiellement, le Mali n'a jamais demandé à l'armée française de mettre ses pieds ici. L'armée française a posé un acte, en réalité, impérialiste, un acte colonialiste. Et les Françaises et les Français qui m'écoutent sont priés d'aller sur le site du Sénat de la République française. Le document est là-bas. Le Mali n'a jamais demandé à Hollande de venir ici avec des hommes. Hollande s'est permis de venir ici, de déverser les troupes françaises au sol, parce qu'il avait d'autres objectifs que la lutte antiterroriste. Quatrième raison pour laquelle le Mali a eu raison de se débarrasser de l'armée française. Mais l'armée française, tout le temps qu'elle est restée ici, elle ne combattait pas les terroristes.
Elle les renseignait, elle les encadrait, elle facilitait leur avancée. Le bilan de la lutte antiterroriste française au Mali est nul. De temps en temps, pour donner l'impression qu'elle combattait vraiment les terroristes, la France a organisé des disparitions imaginaires de chefs terroristes, qui par la suite ont été ressuscités. Faites un petit exercice. Regardez le nombre de fois que les journaux officiels français ont dit que Amadou Koufa était mort, que l'armée française avait tué Amadou Koufa. Or, on sait qu'Amadou Koufa, le chef de la Katiba Massina, est un agent de la DGSE. Faites un deuxième exercice, exercice numéro 2. Lisez la presse française et voyez le nombre de fois qu'elle a annoncé que l'armée française avait tué Iyad Ag-Ghali. Aujourd'hui, tout le monde sait que Iyad Ag-Ghali est un agent de la DGSE française. Regardez le nombre de fois que RFI, France 24, TV5, tous ces médias criminels, regardez le nombre de fois qu'ils ont prétendu que l'armée française avait tué ses chefs terroristes. Je donne un troisième nom. Les Bilal Ag-Sherif, les Ramdan, tous les chefs du MNLA, du FLA, les chefs du JNIM, etc. Regardez le nombre de fois qu'on les a donnés pour morts. Et quels sont ceux qui ont le chic de toujours être avec eux en entretien confidentiel? Les journalistes d'État français. Serge Daniel Boumboundada, Wassim Nasr, sont dans les secrets des chefs terroristes parce qu'ils vivent avec eux. Tout le monde a assisté ici à la libération rocambolesque de l'otage Olivier Dubois, qui s'est avéré un journaliste embedded à l'intérieur des terroristes, parce qu'en fait, il a été livré aux terroristes par l'armée française. Et c'est là qu'on a compris ce que France 24 a eu le courage de publier le 30 juillet 2014. À savoir que la France était la première banquière des djihadistes au Sahel, par le mécanisme des rançons. Quand on veut donner de l'argent aux djihadistes, on leur donne un otage. Et ainsi, on peut tirer de l'argent dans les fonds spéciaux français pour payer la rançon de libération de l'otage. Et bingo, les djihadistes s'en mettent plein les poches. On les appelait djihadistes à l'époque. Mais il n'existe plus, les djihadistes. La théorie géopolitique et géostratégique africaine a démasqué cette affaire. Il s'agit des mercenaires terroristes de l'OTAN et de la France. Il n'y a pas de djihadistes ici au Sahel. Ce n'est pas le djihad. Le djihad, la guerre sainte, que ce soit le djihad majeur, qui est le combat contre les péchés, que le musulman, la musulmane doit mener, ou que ce soit le djihad dit mineur, qui était la lutte militaire contre les incroyants, que l'Afrique a connu au 19e siècle avec les El Hadj Omar Tal, avec les Othman Danfodio. Il n'y a pas de djihadistes actuellement ici en Afrique. Ce sont des mercenaires de l'OTAN, ce sont des mercenaires terroristes de la France. C'est ce qu'il y a. Mais enfin, on a rapidement su que, en réalité, l'armée française n'était pas là pour combattre le terrorisme, mais pour utiliser le terrorisme, de telle façon que les dirigeants français continuent à exploiter les richesses du sol, du sous-sol, à contrôler économiquement, politiquement, culturellement, géostratégiquement et diplomatiquement leurs précarés. Tout le monde l'a compris. Alors quand Emmanuel Macron dit que le Mali a commis l'erreur de se débarrasser des troupes françaises, Emmanuel Macron est dans une contre-vérité, dans un mensonge flagrant. Il se comporte vraiment comme un ignorant, fiefé, grossier en géopolitique. Bien sûr, il s'exprime devant une assemblée de chefs d'État accroupis, dont aucun n'a le courage d'un Kadhafi, le courage d'un Sankara, le courage d'un Assimi Goïta. Aucun n'a le courage d'un Ibrahim Traoré, d'un Abdourahmane Tiani. Aucun d'entre ceux qui sont assis à Nairobi, pendant que Macron raconte ses âneries. Aucun dirigeant africain n'a pu se tenir devant Macron et lui dire « Maintenant, vous allez vous taire ». Nous, c'est ce que nous avons dit à l'ambassadeur spécial chargé de la France au Sahel, Guillou, à Lomé. Quand le président de la commission de l'AES pour le Burkina Faso, Bassolma Bazia, a parlé, mais Guillou n'a pas bronché. Quand moi j'ai parlé, il n'a pas bronché. Il ne pouvait pas broncher. Parce qu'à la réunion de haut niveau à Lomé, il y avait des Africains qui parlent. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger étaient assis en face.
Macron ne pouvait pas parler. Si Macron était à Lomé, il ne pouvait pas dire une seule des phrases qu'il a dites à Nairobi. Devant nous, on n'allait même pas le laisser parler. Il serait interrompu en direct. On lui disait, fermez là et fichez le camp. Ça, ce n'est possible que devant des dirigeants africains indignes, comme Ruto, et tous ceux qui sont assis autour de lui. Des dirigeants indignes comme Ouattara Draman. Ce sont eux qui peuvent laisser Macron dire ça. Alors que la science, alors que l'information véritable sont là pour prouver que l'armée française n'a jamais combattu le terrorisme. Ici au Mali, elle l'a toujours au contraire accompagné, enraciné, développé, fructifié. Parce que selon ses plans, un Mali faible est un Mali aisé à piller. Une Afrique faible est une Afrique aisée à piller. Tout le monde l'a compris maintenant, Macron. Vous ne pouvez plus ramener les Africains en arrière sur le plan de la compréhension, de la duplicité, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Vous ne pouvez pas nous ramener à la situation ex-ante, avant le livre L'impérial terrorisme. Vous ne pouvez pas nous ramener derrière. Ce n'est pas possible, Macron. Nous sommes devant. Nous sommes maintenant dans l'action prospective pour la souveraineté africaine. Donc Macron dit que le Mali a commis une erreur. Je vous ai donné 5 raisons pour lesquelles Macron est un gros menteur. L'erreur qui a été commise par le Mali, ça a été de permettre que des soldats français mettent leurs pieds ici. C'est cette erreur qui n'aurait jamais dû être commise. Voilà la véritable erreur malienne. Et l'obsession de la France contre le Mali, elle s'explique par les 5 raisons suivantes. 1. Le Mali est le premier pays qui a dénoncé le double jeu de la France dans la lutte antiterroriste. C'est pour ça que Macron veut absolument régler ses comptes avec le Mali. Est-ce que c'est le Mali qui a assumé sur le plan étatique? Parce que nous, on était dans le territoire intellectuel. Nous, on dénonçait cela intellectuellement. Et on n'était pas écoutés. Mais l'État qui a assumé la démystification du terrorisme français en Afrique, c'est le Mali. C'est pour ça que Macron s'acharne contre le Mali. Avant Macron, un autre dirigeant français, le sénateur Christian Cambon, président de la commission de la défense au Sénat français, avait dit « Le Mali regrettera de s'être séparé brutalement des troupes françaises. » Il avait dit, en 2022, Cambon l'a dit dans sa bouche là. Ce n'est pas la première fois qu'on menace le Mali, qu'on jure de régler les comptes au Mali, parce que le Mali s'est débarrassé des troupes françaises. Deuxième raison, le Mali est un pays, comme je vous l'ai toujours dit, qui a su, malgré tout et contre tout, garder ses racines traditionnelles. C'est un pays qui a conservé la saveur de ses langues, qui a conservé l'amour de sa terre, l'amour de ses anciens, la mémoire des générations multimillénaires de ce territoire. Elle est vivante dans chaque Malienne, dans chaque Malien. Les Maliens ne sont pas un peuple déraciné, comme le sont malheureusement beaucoup de peuples d'Afrique centrale. Ils sont un peuple enraciné. Et Macron s'attaque au Mali parce qu'il sait que l'Afrique se renouvelle souvent à partir du Mali. Quand les Africains doivent s'unir, se battre pour refonder quelque chose de typiquement africain, ils viennent à Bamako. Lisez, je vous donne toujours référence à ce texte sacré, le grand poème du camarade héros libérateur d'Angola, Agostinho Neto, le poème intitulé Bamako. Lisez ce poème. On le trouve dans ce livre qui ne quitte jamais ma table parce que je suis en train d'écrire un livre sur lui. J'ai heureusement j'ai pensé à amener ce livre ici à Bamako. Le manuscrit est dedans, le manuscrit de ce que je vais écrire. Lisez la poésie complète d'Agostinho Neto et notamment lisez le poème sur Bamako pour savoir ce que c'est que le Mali pour les Africains. Le Mali, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une entité spirituelle africaine. Quand une civilisation est menacée, Dieu Tout-Puissant, qui veut que cette civilisation vive, permet à certaines nations d'héberger les graines, les semences, de garder les semences. Garder les semences pour de nouveaux ensemencements, pour de nouvelles germinations. Le Mali, là, c'est un grenier des semences de renaissance africaine. Voilà pourquoi Macron, qui est un anti-traditionnaliste, Macron qui est un serviteur de la civilisation, de la perversion, un serviteur des valeurs de l'île d'Epstein. Voilà pourquoi Macron déteste le Mali.
Parce que le Mali, c'est l'antithèse de ce que lui, il fait de la France. Le Mali est l'un des gardiens, l'un des réceptacles où survit la conscience et l'amour de la civilisation négro-africaine. On s'attaque au Mali pour ça. Le Mali est aussi le pays qui a démantelé et dénoncé. Troisième raison. Le Mali est le pays qui a démantelé et dénoncé le plan de l'OTAN de s'installer en Afrique. Le plan américain d'installer un commandement militaire dans un pays africain pour commander sur tous les autres pays africains. C'est le Mali qui a dit non. Voilà comment l'Africom, le commandement militaire américain, s'est retrouvé à Stuttgart en Allemagne. Parce que le général d'armée, le président, paix à son âme, Amadou Toumani Touré, au nom du Mali et de ses ancêtres, a dit non. C'est pour ça que l'armée américaine n'a pas de quartier général sur le sol africain. L'armée américaine n'a pas son quartier général qu'elle voulait, Africom sur le sol africain. Elle a sa grande base, le camp Lemonnier à Djibouti, tout naturellement. Toutes choses qui doivent être démantelées par de véritables patriotes africains. Mais enfin, l'Africom ne s'est pas installée. On peut continuer les raisons. Quatrième ou cinquième raison pour laquelle il déteste le Mali, c'est que l'exemple malien a fait tache d'huile sur tout le continent. C'est l'exemple malien qui a renforcé la détermination des Burkinabés à réaliser la révolution du MPSR2. C'est l'exemple malien qui a inspiré et renforcé la détermination des Nigériens à mener la révolution du CNSP, du Conseil national de sauvegarde de la patrie, du président Abdourahmane Tchani. Voilà pourquoi il déteste le Mali. Et voilà pourquoi il est obsédé par le Mali. Mais il y a une raison encore plus importante. Cette fois-ci, une raison qui renvoie à la situation de la France. Cette raison qui renvoie à la situation de la France est restituée d'une façon absolument merveilleuse sur un site d'une ONG qui s'appelle l'ONG Pleine Terre. L'ONG Pleine Terre a produit un document. Elle a produit un document qui révèle la situation réelle de la France. Si vous voyez Macron s'acharner contre le Mali, en fait, c'est parce que l'Afrique francophone, entre guillemets, l'Afrique francophone servait de caisse d'épargne à l'économie française. Je recommence. L'Afrique francophone sert, et elle a servi depuis plusieurs siècles, de caisse d'épargne à l'économie française. C'est-à-dire que quand la France a un déficit budgétaire, elle comble par les richesses africaines. Elle fait un tirage sur les richesses africaines en utilisant sa planche à billets favorite, le franc CFA. Dès que la France a des problèmes d'argent, ce n'est pas compliqué. Elle fabrique du CFA et elle obtient que l'Afrique lui donne gratuitement ses matières premières, ce qui lui permet de combler son déficit économique. C'est ça le mécanisme sur lequel vit la France depuis pratiquement le XVIIe siècle. Depuis que la France a fait de la traite des Noirs, du commerce des Noirs, un élément essentiel de sa puissance, elle a essentiellement vécu de l'exploitation des terres africaines. Et pas seulement des terres africaines du continent, des terres peuplées par les Africains dans tous les océans. C'est-à-dire les Africains aux Antilles, les Africains à la Guyane, les Africains à la Réunion, les Africains à Madagascar, les Africains en Polynésie. Toutes les terres africaines qui ont fait partie de l'empire colonial français constituent dans l'esprit des dirigeants français le compte d'épargne de la France. Alors, je vais être ici un peu plus pédagogique. Vous savez, il y a deux types de comptes bancaires qu'on reconnaît en général. Il y a ce qu'on appelle les comptes d'épargne et ce qu'on appelle les comptes chèques ou comptes courants. Le compte chèque ou compte courant, c'est le compte qu'on utilise dans l'économie quotidienne. C'est dans ce compte qu'on achète et qu'on paye. C'est un compte qui est vraiment extrêmement mobile. C'est un compte qui peut très rapidement, si on a fait beaucoup d'achats, se retrouver déficitaire. C'est ça qu'on appelle le compte chèque ou le compte courant. La France, là, son compte chèque, il est déficitaire. Le compte chèque de la France est déficitaire. Le compte courant de la France est déficitaire. La France a un déficit de 3 000 milliards d'euros. Là où elle est là. 3 000 milliards d'euros, elle ne sait pas où les trouver. Avant,
Elle savait. Pourquoi? Parce qu'elle possédait un compte d'épargne. Et le compte d'épargne de la France, depuis le XVIIe siècle, c'est l'Afrique. Quand les Français n'ont pas de quoi financer leurs routes, leurs hôpitaux, ils n'ont pas de quoi financer leurs aéroports, ils n'ont pas de quoi financer leur croissance démographique, ils n'ont pas de quoi financer leur industrie, c'est pas difficile. Ils viennent piller les ressources naturelles africaines, ils les emmènent et ils font travailler leur industrie. Grâce aux ressources naturelles africaines gratuites, ils ont la matière première, ils appliquent à la matière première le savoir-faire ingénieral français, et c'est comme ça qu'ils ont le café, le coton, le pétrole, le gaz. C'est comme cela qu'ils ont l'or, c'est comme cela qu'ils ont le manganèse, l'uranium, le coltan. Tout cela, c'est le compte d'épargne africain de la France. Est-ce que tout le monde comprend bien la métaphore entre le compte courant, c'est-à-dire le budget quotidien annuel de la France, qui est au rouge, et le compte d'épargne de la France? Depuis le XVIIe siècle, c'est l'Afrique. Voilà pourquoi le trésor français est rempli d'argent africain. La France est l'un des pays qui a les plus grandes réserves d'or actuellement dans le monde. Mais l'écrasante majorité des réserves d'or de la France est constituée d'or volé aux Africains. C'est l'or volé aux Africains qui fait la fortune, la réserve d'or française. Ce sont les territoires coloniaux, les territoires néocoloniaux, les dominions français, qui sont le lieu où a été extrait l'or, avec lequel la France caracole parmi les plus grandes puissances détentrices de réserves d'or. Ce n'est pas de l'or qui aurait été extrait en hexagone. Les réserves d'or du sous-sol français sont quasiment nulles. Pour ne prendre que cela, on prend l'électricité. Pourquoi les prix de l'électricité flambent-ils en France? Ce n'est pas compliqué. La France était éclairée par l'uranium nigérien gratuit. Depuis qu'elle ne peut plus piller gratuitement l'uranium nigérien, elle éclaire, elle fait fonctionner ses centrales nucléaires sur ses réserves et sur l'uranium qu'elle peut chercher au Kazakhstan et dans d'autres pays qui est beaucoup plus cher, qui est vendu au prix du marché. Rendez-vous compte que la France avait prétendu qu'elle était pays producteur d'uranium, alors qu'il n'y a pas une once d'uranium dans le sous-sol français. Elle s'est autoproclamée pays producteur d'uranium, puisqu'elle se servait gratuitement de l'uranium du Niger. Le Mali, que vous voyez, le Mali est le 3e pays producteur d'or ici en Afrique. 3e pays producteur d'or. Derrière l'Afrique du Sud et le Ghana, si je ne m'abuse. Vous vous rendez compte? L'or qui sortait de la terre du Mali, c'est lui qui allait dans les caisses de la Banque de France. Le sous-sol burkinabé avait été préempté depuis les accords de coopération et de défense des années 60-70 par la France. Tout ce qui sortait du sous-sol burkinabé devait d'abord être apprécié par Paris, avant d'être éventuellement vendu à qui que ce soit d'autre. Je le dis et je vous le rappelle. L'une des raisons pour lesquelles l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré a été lâché, c'est quand il a osé signer des contrats d'exploitation du sous-sol burkinabé avec d'autres puissances que la France. François Hollande le lui a reproché vis-à-vis, quelques mois avant sa chute. Vous comprenez pourquoi ceux qui ont succédé, eh bien, à Blaise Compaoré, ne se sont pas éloignés de Paris. Ceux qui lui ont succédé immédiatement, jusqu'à Roch-Marc Christian Kaboré, ils ont continué à faire la politique de Paris. Parce qu'ils savaient que pour faire tomber Compaoré, il a fallu bénéficier, paradoxalement, quand même du soutien de Paris. Vous avez entendu? Parce que Compaoré, qui avait maintenant 27 ans au pouvoir, s'était mis à croire qu'il pouvait, eh bien, un temps soit peu, ne serait-ce que sur le terrain économique, sur des questions comme le manganèse de Tambao, donné au groupe australo-canadien. Paris lui a dit, c'est nous qui t'avons fabriqué et nous allons te détruire. Et ils l'ont fait. Voilà pourquoi vous avez remarqué, il ne va jamais en France. Depuis qu'il est tombé là, vous l'avez déjà vu en France? Pourtant, quand il était au pouvoir au Burkina Faso, le président Compaoré ne faisait pas un an sans aller en France. Il ne pouvait pas faire un an sans aller en France. Et il était de toutes les réunions françaises.
Depuis qu'il est tombé et qu'il est au Burkina, vous l'avez vu aller en France? Parce qu'il sait que ceux-là même qu'il considérait comme ses tuteurs, ceux-là même qu'il considérait comme sa garantie à vie, pour qu'il tombe, ils l'ont lâché. Ali Bongo le sait aussi, non? Vous avez vu comment ils ont fait à Ali Bongo? Parce qu'il a voulu ouvrir un temps soit peu le Gabon au Commonwealth. Ils ont envoyé au Ligui, non? Vous avez vu? Bon, allez, je ferme cette parenthèse. Mais je reviens au fond du problème. La France est dans une situation terrible. Au point que le site français pleine-terre.fr dit « L'effondrement économique de la France, une opportunité à saisir pour se réinventer pendant qu'il est encore temps. » Que nous dit le site? La situation économique de la France inquiète. Croissance en berne, dette abyssale, inflation persistante, méfiance envers les institutions, tension sociale croissante. Pour beaucoup, ces signaux annoncent l'effondrement économique de la France. Ce terme fait peur et à juste titre. Mais s'effondrer n'est pas mourir. Et pour ceux qui savent observer et agir avec lucidité, cette période peut aussi devenir une formidable occasion de changement. Pas seulement pour survivre, mais pour construire autre chose ici et maintenant. Je vous lis encore un paragraphe. Comprendre la situation actuelle, une crise systémique en France. Les indicateurs dans le rouge. L'économie française vacille. Croissance molle. Rien que 0,7% en 2024. Dette publique supérieure à 110% du PIB. Taux de chômage réel bien plus élevé que les chiffres officiels. Inflation sur l'alimentation et l'énergie qui étrangle les ménages. Ce ne sont plus des signaux faibles. Ce que nous vivons dépasse une simple crise économique. Il s'agit d'une crise systémique, énergétique, sociale, écologique, politique et géopolitique. Alors, la crise géopolitique de la France, elle vient de quoi? Le site précise, la crise géopolitique de la France vient de la fragilité des chaînes d'approvisionnement. S'il vous plaît, écrivez l'expression. La crise géopolitique française vient de la fragilité des chaînes d'approvisionnement. Je recommence une troisième fois. Ce sont les spécialistes du site Pleine Terre, un très bon site d'analystes économiques et géoéconomiques français. Ils disent que la crise géopolitique de la France vient de la fragilité des chaînes d'approvisionnement. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, chaîne d'approvisionnement? C'est-à-dire que les pays où la France prenait des matières premières moins chères sont en train de fermer le robinet. La France a des problèmes d'approvisionnement en matières premières stratégiques. Les pays où la France ramassait le pétrole, le gaz moins cher, sont en train de fermer les robinets. Les pays où la France ramassait l'or, l'uranium, le coltan, le manganèse, le cobalt moins cher, sont en train de fermer les robinets. Et c'est cela l'un des éléments fondamentaux de la crise française. Donc en fait, la France tombe parce qu'elle ne peut plus voler aux Africains. La France tombe parce que son compte d'épargne est désormais en train d'être fermé. Pour reprendre ma métaphore tout à l'heure, la France est en chute libre parce qu'elle a un compte courant, mais son compte d'épargne, à savoir l'Afrique, il est en train d'être fermé. Même les pays dont les dirigeants sont encore des vassaux de la France ont réduit quand même l'influence de la France dans leur économie. Parce que c'est des pays qui deviennent ingérables sans réduction de la marge volée par la France depuis des siècles. Ce sont des pays, les pays africains, où la population s'est multipliée par 10. Les États sont obligés, même quand ils sont dirigés par des satrapes, ils sont obligés de revoir à la baisse la boulimie, la voracité française. Sinon, ils n'ont même plus de quoi financer à ce moment-là le fonctionnement élémentaire de l'État. Conséquence, le compte d'épargne africain de la France étant en train de se fermer, le goulot en train de se rabougrir, le compte chèque, le compte courant de la France est au rouge. Vous savez, en général, quand vous avez un compte d'épargne qui est bien fourni, dès que votre compte chèque devient débiteur, vous faites un virement de votre compte d'épargne vers votre compte courant ou votre compte chèque. C'est ce que tout le monde fait, non? Mais, si vous avez un compte d'épargne qui est fermé, quand votre compte chèque est débiteur, vous faites quoi? Vous faites comme Macron. Première option, vous continuez à aller chercher l'occasion de voler l'épargne des autres. Ou alors, vous faites comme
un honnête homme, c'est que vous cherchez à travailler pour pouvoir gagner plus et ainsi constituer une épargne qui vous permettra de sortir de votre marasme. Il n'y a que deux cas. Quand ton compte d'épargne est vide, tu dois travailler honnêtement pour gagner un peu plus d'argent, en garder une partie, boucher ton découvert et continuer ta vie courante. Ou alors, deuxième cas, et c'est le cas choisi par les impérialistes américains et européens, ils organisent des guerres pour aller piller des matières premières chez les autres. Vous savez, la guerre américaine au Venezuela, c'est pour voler le pétrole vénézuélien. C'est clair pour tout le monde, non? La guerre américaine en Irak, c'est pour voler le pétrole, le gaz irakien. Tout le monde l'a compris, non? La guerre américaine en Syrie, c'est pareil. La guerre américaine, française, britannique en Libye, c'est pour voler le gaz, le pétrole libyen, comme ils sont en train de le faire, non? Et tout ça, c'est pour combler leur déficit. Parce que ce sont des économies déficitaires. Leurs comptes courants sont au rouge aux États-Unis. Comptes courants au rouge dans toute l'Europe. Et voilà pourquoi ils organisent des guerres opportunistes, des guerres illégales, des guerres illégitimes, pour mettre la main sur le compte d'épargne des autres, c'est-à-dire les ressources naturelles. Car en dernière analyse, quelle que soit la monnaie, quel que soit le billet de banque que vous possédez dans votre main, c'est son équivalent en richesse matérielle réelle qui lui donne de la valeur. L'Afrique est bourrée de ressources naturelles. Donc l'Afrique a potentiellement tout ce qu'on peut chercher avec des billets de banque. Or, si la France n'a plus la possibilité de récupérer les ressources naturelles africaines, ces billets de banque ne valent plus rien. Bientôt, son CFA aboli, ce sera son agonie. Car le CFA, qu'est-ce que c'est? Ce sont des billets de banque creux, fabriqués par la Banque de France, mais qui sont crédibilisés par les richesses africaines. Voilà pourquoi vous ne pouvez rien acheter avec le CFA directement en France. Vous devez le convertir en euros. Et quand vous le convertissez en euros, il est dévalué. C'est-à-dire que le franc CFA, c'est une monnaie qui a été faite uniquement pour récupérer des richesses africaines et les mettre dans le compte d'épargne français. Est-ce que tout le monde a compris? Vous voulez être inscrit dans quelle université? Vous n'avez pas besoin. On a de très bonnes universités maintenant en Afrique. Vous avez besoin d'aller dans quelle université pour comprendre ça? Vous qui êtes là. Je vous ai parlé aujourd'hui des vraies raisons de l'acharnement contre le Mali. C'est l'effondrement économique de la France qui, grâce à l'éveil du Mali, eh bien, ou à cause de l'éveil du Mali, a perdu et est en train de perdre son compte d'épargne africain. Voilà pourquoi, en dernière date, et maintenant tout cela est connu, ils ont levé une armée de mercenaires terroristes venus de plusieurs pays pour attaquer le Mali. Est-ce que vous vous rendez compte que le 25 avril passé, ils ont envoyé plus de 12 000 hommes? Est-ce que vous savez où ces hommes ont été recrutés? Mais les 12 000 hommes en question ne viennent pas essentiellement du Mali. La plupart de ces hommes viennent de Mauritanie, viennent d'Algérie. La plupart de ces hommes viennent du Tchad, viennent du Soudan. La plupart de ces hommes viennent du lumpen prolétariat, de mercenaires, recrutés par Paris pour attaquer le Mali. L'armée française, incapable de se présenter face à l'armée malienne pour dire qu'elle va lui faire la guerre, incapable de sauter au sol pour combattre ici contre le Mali, elle a rassemblé un lumpen prolétariat de criminels depuis la boucle djiboutienne jusqu'à la boucle mauritanienne. Ils ont rassemblé une douzaine de milliers de bouseux pour attaquer le Mali. Un directeur de l'antenne de la chaîne de la radio-télévision du Mali, eh bien, à Kidal, a fait un rapport très émouvant. Un rapport très émouvant de ce qu'il a vécu à Kidal lors de la dernière attaque menée par les troupes néocolonialistes, terroristes, mercenaires françaises. Parce que c'est ça le nom des assaillants, c'est ça leur vrai nom. Ce n'est pas des djihadistes. Il y a longtemps qu'on n'utilise plus ce mot-là pour désigner ces gens-là. Ce sont les troupes terroristes, néocolonialistes, impérialistes françaises et occidentales et moyen-orientales. C'est ça le conglomérat. Mais le directeur de l'antenne ORTM, qui a donc été à un moment donné kidnappé et heureusement qui a pu obtenir sa libération, eh bien des mains des terroristes, raconte que sur place là-bas,
il s'est rendu compte pendant qu'il était en détention que l'essentiel, le gros même de cette armée terroriste qui a attaqué le Mali n'était pas composé de Maliens. La plupart des personnes qui ont participé à l'opération contre le Mali et qui ont attaqué 7 villes maliennes, eh bien, de manière simultanée, de manière complexe et coordonnée, la plupart de ces personnes-là ne sont pas des personnes d'origine malienne. Des gens ont été recrutés jusqu'au Tchad, jusqu'au Soudan. Des gens ont été recrutés jusqu'à Djibouti pour venir combattre ici. Ils ont été payés en espèces sonnantes et trébuchantes, motivés, surmotivés par le gain. Et on leur a dit, c'est à l'assaut du Mali. Dès que le Mali tombera, ensuite on fait tomber le Burkina, ensuite on fait tomber le Niger. Mais le président Abdourahmane Tiani, est-ce que nous ne lui devons pas une fière chandelle une fois de plus, cet homme véridique? Ne nous a-t-il pas dit le fond de l'affaire? Président, s'il vous plaît, je ne peux pas finir cette émission sans vous laisser parler. Dites-leur. Abandonné en plein vol aux Nations Unies. Je reprends là. Ouais. Depuis le temps de Choguel Maïga qui a été abandonné en plein vol aux Nations Unies, qui était parti avec des preuves, à Abdoulaye Maïga, le général, actuellement Premier ministre, qui a répété 3 fois, plusieurs fois, pour qu'on leur permette de présenter les preuves. Dites-moi qui sait tout. Il faut qu'on écoute cette séquence du président Tiani. Il faut qu'on écoute cette séquence. Elle est très intéressante. Je prends éventuellement une autre machine. Si le réseau flotte un peu, vraiment j'aimerais que vous écoutiez cette séquence. Qui s'est opposé à ce qu'on montre les preuves que c'est la France qui organise les groupes terroristes? Le président Tiani répond à cette question. Je vais peut-être trouver une version. Je vais trouver ça ici. Si je trouve ça sur cette machine, je ne manquerai pas de vous montrer ça. C'est beaucoup plus lent. On a quelques soucis de réseau. On a quelques soucis de réseau. Excusez-moi mes amis. Hop. Hop. Ça va venir. Voilà, hop. Voilà, voilà. Voilà. Qui était parti avec des preuves à Abdoulaye Maïga, le général, actuellement Premier ministre, qui a répété 3 fois, plusieurs fois, pour qu'on leur permette de présenter les preuves. Dites-moi qui s'est toujours opposé. N'est-ce pas la France qui a mis son droit de veto? C'est la France qui a mis son droit de veto. Mais nous savons, et il faut que les Nigériens comprennent, en plus de ce que nous disons avec précision, date, heure, lieu, coordonnées géographiques, acteurs, montant. Pour le montant, je reviens à Patrice Talon. Décembre 2024, il a donné 90 millions à Takou Bokoy. 90 millions. Décembre 2024. Je sais pourquoi il a donné les 90 millions. Mais il n'a qu'à demander à Takou Bokoy si l'usage qu'il a fait des 90 millions est celui que Patrice Talon lui avait demandé. Takou Bokoy a remis cette somme au cours d'une rencontre à Abuja du 8 au 9 décembre 2024. Pour l'achat de 700 motos, dont 500 motos au profit du GIN et 200 motos au profit de l'EIGS. Ça s'est passé du 8 au 9 décembre 2024. Et dans le bureau d'un assistant que je sais et que lui il sait, et réunion au cours de laquelle les acteurs ont pris part que je connais et que lui connaît. Mais l'objectif pour lequel je rafraîchis la mémoire à Patrice Talon, pour lequel il avait donné les 90 millions, c'était dans un montant plus global de 300 millions.
c'était destiné au versement aux terroristes qui sont en train de mener des actions dans le W et la Pendjari. Toko Bokoy a détourné cet argent-là parce qu'il l'a versé comme participation pour l'acquisition de 700 motos. Si vous avez remarqué, le 31 décembre 2024, le contrat qui liait Patrice Talon aux terroristes, pour lequel il versait cet argent, est arrivé à terme. Le 8 janvier, au moment où même le chef d'état-major était en déplacement au Tchad, le chef d'état-major béninois, il y a eu une attaque qui a fait une dizaine de mois. Ensuite, quelques mois plus tard, en avril, le 17 avril, il y a eu une grande attaque où il y a eu 76 morts. C'est parce que les terroristes ont refusé de reconduire la trêve pour laquelle il avait versé les premiers 90 millions et où il restait 210 millions pour faire les 300 millions. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont constaté que Patrice Talon ne respecte pas ses engagements et qu'ils ne vont pas reconduire la trêve. Amen. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il s'est déplacé. Moi, je ne le dirai pas. Parce que j'ai honte de ce qui se passe. C'est ça la différence avec nous. Nous avons pris notre destin en main. Voilà. Nous ne comptons plus sur quelqu'un pour nous assumer. On va nous dire, ah, vous avez des Russes avec vous. Mais qui a vu ces Russes en opération sur le terrain? Ils ont leurs informateurs sur notre territoire. Ils n'ont qu'à nous le dire. Nous avons récupéré notre liberté d'action. C'est ça la différence avec Patrice Talon qui a perdu sa liberté d'action. Aujourd'hui, l'armée du Bénin ne peut pas. Aujourd'hui, l'armée du Bénin ne peut pas être présente dans le nord Bénin. Et de quoi on peut être jaloux? On ne sera jamais jaloux d'un pays frère. On ne sera jamais jaloux de nos frères. Mais si c'est la jalousie, c'est peut-être Talon qui l'a dans son cœur et il pense que tout le monde est comme lui. Lui qui pensait pouvoir nous asphyxier s'est retrouvé avec une noix de coco dans la gorge. Il n'a qu'à se débrouiller avec. Il n'a qu'à répondre aux questions que je posais. Alassane Ouattara, j'ai donné des indications. Je crois avoir fait suffisamment. Les preuves, ce n'est pas ce qui manque, mais il y a des preuves que nous n'exposons pas ou nous n'est pas exposés. Donc voilà ce qu'il y a entre ces pays. Il n'y a pas de haine particulière pour ce que nous avons fait pour ces pays-là, même si aujourd'hui ils sont amnésiques et ils oublient ce que nous avions fait pour eux. Mais Allah est là. Et il est le juge le plus sage des juges. Nous ne voudrons jamais que les Béninois, les Ivoiriens ou les Nigériens soient en difficulté. Ça, jamais. Mais nous n'accepterons jamais la politique qui a pour visée de collaborer par soumission servile pour nous soumettre. Nous avons fait un choix, la liberté d'action. Ce choix est irréversible. Voilà ce que je peux dire par rapport aux relations que nous entretenons avec ces pays-là. Cet extrait est extrêmement pédagogique. C'est la démonstration exacte que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'obsession malienne d'Emmanuel Macron, elle vient du fait que le compte d'épargne africain de la France est en train d'être fermé. Et pour réouvrir ce compte d'épargne, Emmanuel Macron a décidé de financer ardemment, d'armer férocement, de soutenir médiatiquement et diplomatiquement des groupes terroristes rassemblés dans le lumpen prolétariat mercenaire du continent tout entier. Et il a donc considéré que le Mali est une priorité, la chute du Mali signifiant par effet domino
la chute du Burkina Faso et du Niger et le retour de la France dans son compte d'épargne favori. L'uranium nigérien, l'or malien, l'or burkinabé, le manganèse burkinabé et consorts. Si vous avez compris cela, vous comprendrez donc pourquoi les autorités maliennes ont raison de dire qu'il n'y a pas de voie de négociation possible. Puisqu'on sait qu'on a affaire à l'impérial terrorisme, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut lutter, lutter, lutter jusqu'à vaincre. Le projet de l'impérial terrorisme français, occidental, moyen-oriental, c'est de recoloniser l'Afrique. On ne négocie pas avec des gens qui vous demandent d'accepter d'être leurs esclaves. On leur résiste, on les affronte jusqu'à ce qu'ils perdent toute capacité d'imposer leur volonté dans votre territoire, dans vos terres, dans votre domaine. Voilà la détermination des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, les présidents Goïta, Traoré et Tiani. Voilà le niveau de conscience auquel les peuples sahéliens se sont hissés. Et c'est à ce niveau de conscience que toutes les Africaines, tous les Africains du monde entier, toutes les Européennes, les Européens, les Américaines, les Américains, les Asiatiques, tous les habitants de cette planète qui ont un quelconque amour pour la vérité et la justice doivent comprendre et rejoindre le combat des Africains pour la souveraineté, la prospérité et la dignité de leur continent. Ce combat n'est pas un combat raciste. Ce combat n'est pas un combat pour que l'Afrique domine le monde, mais pour que l'Afrique soit entièrement, radicalement et totalement responsable de son propre destin. Il en vaut par conséquent la peine. Et l'obsession malienne de Macron s'explique par l'effondrement économique de la France. Macron et l'élite politique française sont mis en demeure de réfléchir à un autre moyen de redresser la France et de noter que le compte d'épargne africain sera complètement fermé. Il est en train de se rétrécir, mais il sera complètement fermé. La France ne pourra plus exploiter l'Afrique comme elle l'a fait depuis le XVIIe siècle. Ce temps-là, ce temps de l'exploitation éhontée de l'Afrique est passé. La théorie de l'Afrique compte d'épargne de la France a fait long feu. Il est temps pour l'élite politique, l'élite intellectuelle, il est temps pour l'élite française de réfléchir à un autre moyen pour faire fonctionner la République française. Car le compte d'épargne africain de la France va être complètement fermé.